dans cette vidéo, on va revenir sur mon 2h19 que j'ai couru au marathon de Valencia le 5 décembre dernier. Au moment où je sors cette vidéo, c'est ma meilleure performance à vie. Le but de cette vidéo, c'est pas de se faire mousser, mais c'est plutôt de vous parler de ma prépa, des moments forts, mais aussi de ma course. Et pour les geeks, je vous ai concocté quelques stats intéressantes avec mes meilleurs conseils en fin de vidéo pour mieux courir votre prochain marathon. J'avais choisi Valencia parce que c'est la bonne période pour moi, ça fit bien dans mon agenda et ça me permet de voir ma famille en France et surtout de fuir l'hiver québécois et la neige. J'avais vraiment pas le goût de faire une prépa dans le froid et encore moins dans la neige, c'est hyper dangereux, j'avais pas envie de glisser et de me blesser. Mais la raison qui m'a le plus poussé à courir cette course, c'est parce que Valencia c'est un parcours ultra rapide. D'après le classement IAAF, Valencia c'est le 4e marathon en 2021 et se hisse presque tout le temps dans le top 5. Ce qui m'a fait le plus capoter avec cette course, c'est la profondeur hallucinante. Je sais pas si vous avez déjà regardé, mais le temps moyen des 100 premiers coureurs en 2020, c'était 2h14,47 et 2h15,11 pour cette année. Participer à une course de ce calibre, en fait, ça permet de courir en peloton et donc d'économiser son énergie pour faire un meilleur chrono. Mon dernier marathon, c'était aussi mon premier. Ça remontait à 2019. J'avais couru 2h27 à Toronto. Mais ma course, elle s'était pas super bien passée. Faut dire que j'avais pas d'expérience sur la distance. J'avais chopé une douleur musculaire vers le mollet, je pense, dès le 5e kilomètre. Puis j'avais pas le mental et l'endurance que j'ai aujourd'hui. Ma prépa, elle a commencé mi-juin, après 2 semaines de repos total. Donc là, j'ai fait aucun sport, j'ai pas fait de cross-training, j'ai vraiment rien fait du tout en termes d'activité physique. Avant de commencer ma prépa marathon, j'avais en tête de courir sur les 2h20. Avant ma pause, j'avais quand même couru 30 minutes 11 sur 10 kg. Donc ça laissait quand même présager de bonnes choses. Je me suis fixé un objectif vraiment ambitieux dès le départ parce que c'est ce qui me motive le plus. Quand je sais que c'est à ma portée, j'avoue que je prends moins de plaisir, je me donne aussi peut-être moins les moyens de réussir. Donc voilà, on avait 6 mois et demi, soit 25 semaines pour me préparer pour cet objectif, ce qui est vraiment idéal pour moi car je déteste m'entraîner dans l'urgence, j'aime bien prendre mon temps et monter progressivement. Après avoir fixé l'objectif, on a pu établir un vrai plan avec mon entraîneur. Là, je parle pas seulement du plan d'entraînement, mais de tout ce qui va avec, tout ce qu'il fallait mettre en place en fait dans ma vie pour maximiser mes chances. Donc là, on parle de sommeil, on parle de faire attention à manger assez, super important, de manger varié, de courir au bon pace, de bien s'écouter et de pas trop pousser. Cette phase, c'est super important car en début de prépa, c'est le seul moment perso où je suis 100% lucide. Je peux donc facilement anticiper les erreurs que j'ai faites les saisons d'avant. Par exemple, la grosse erreur que j'avais faite la saison dernière, c'était de trop pousser dans les 2 dernières semaines avant mon 10 kg. C'était con de ma part parce que je me suis trop fatigué en fait pendant ma période d'affûtage, là où vous êtes censé justement faire du jus quoi. Donc l'objectif de ma prépa, c'était vraiment basique, accumuler les bonnes semaines d'entraînement et surtout être patient, attendre mon heure et ne rien faire d'impressionnant. Durant ma prépa, j'ai fait le choix de pas trop compétitionner et de jamais me pousser à 100%. J'ai fait beaucoup de courses en mode entraînement, notamment des semis et une course un peu plus à fond, mais genre plus à 95%, donc jamais à fond. J'ai vraiment apprécié courir des compés en sous-maximal, ça me permettait d'enchaîner des trainings quelques jours après et surtout de pas me griller de cartouches parce que la prépa marathon c'est hyper exigeant, donc à mon avis pas griller de cartouches c'est la clé pour vraiment finir sa prépa sans être trop fatigué. Avant j'étais vraiment incapable de faire des courses en mode entraînement, c'était un problème d'ego je pense, je voulais pas me faire battre par d'autres coureurs qui étaient peut-être un peu moins rapides que moi et je voulais pas en fait associer des chronos moyens à mon nom, donc voilà, je suis bien content d'avoir changé ça cette saison. Globalement ma prépa elle s'est déroulée vraiment de façon idéale, j'ai pas le souvenir d'avoir fait un seul mauvais entraînement, il y en a eu des moins bons c'est sûr, mais jamais vraiment d'entraînement catastrophique, ce qui est plutôt dingue parce que avant des mauvais entraînements j'en faisais genre tout le temps, enfin un entraînement sur 3 c'était vraiment pas bon. À mon avis ça s'explique en partie par ma nutrition, j'ai mangé beaucoup plus et surtout sans jamais me priver ou compter quoi que ce soit en termes de calories. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je parle beaucoup d'alimentation dans cette vidéo. Bien sûr il y a aussi le sommeil, j'ai redoublé d'efforts pour dormir entre 8 et 11 heures par nuit, le sommeil super important, j'en parle dans cette vidéo. Je me forçais souvent à rester au lit en fait pour voilà, cumuler des heures, mettre du sommeil en banque et je pense que ça a vraiment fait la différence surtout dans les grosses semaines. J'ai pas hésité à réduire aussi la charge à côté de la course quand c'était nécessaire. Pour le coup j'ai la chance d'avoir cette flexibilité, du coup je l'utilise. Pour vous donner un aperçu de ma saison, voici l'évolution de mon volume durant les 25 semaines. On peut découper ma saison en 5. Il y a d'abord les 10 premières semaines, on a augmenté progressivement le kilométrage en partant de 41 kg jusqu'à 160 kg avec quelques semaines d'assimilation. Là le plus important c'était vraiment le volume, j'ai rien fait de fou niveau intensité, juste des séances en contrôle. Ensuite second cycle de 5 semaines durant lequel on a franchi un nouveau cap en termes de volume pour se rendre à 180. Semaine 17 et 18 j'ai eu un gros passage à vide, on voit clairement que ces 2 semaines elles sont moins chargées. C'était pas vraiment prévu dans le plan mais je me sentais vraiment fatigué. Du coup j'ai coupé un bon 30 à 40% je pense pour laisser une chance à mon corps de se réparer. C'est un truc que j'aurais jamais réussi à faire il y a quelques années et je crois que ça aurait pu détruire ma saison si j'avais pas su
couper à temps. J'en profite pour vous donner un conseil, ne soyez pas trop rigide avec le plan, respectez-le 95% du temps par exemple, mais sachez vous adapter quand il faut. J'aime bien répéter à mes athlètes que c'est le plan qui s'adapte au coureur et pas l'inverse. Finalement vient le temps du bouquet final, c'est la phase la plus difficile mais aussi la plus importante de la prépa. Pendant 6 semaines, j'ai couru 173 kg de moyenne avec ma plus grosse semaine à 201 kg et ça 2 semaines avant mon marathon. Finalement, ma prépa elle se terminait par 2 semaines de taper ou d'affûtage avec 119 kg puis 108 kg la semaine du marathon, ce qui correspond environ à 60% de ma plus grosse semaine du build-up. Je vous affiche un graphique à l'écran, ce sont tous mes tests de variabilité de la fréquence cardiaque que j'ai fait chaque matin ou presque. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous explique ça dans cette vidéo. On voit bien que ma forme, elle est montée en fait par cycle jusqu'à l'objectif final, avec bien sûr des périodes de moins bien, mais ce qui est important, c'est de voir que durant le taper, on a vraiment eu l'effet recherché avec une belle hausse de la courbe en fin de prépa. Avant de continuer, je voulais juste vous rappeler que j'ai une newsletter dans laquelle je partage beaucoup de réflexions, des études scientifiques intéressantes et plein de conseils pour mieux courir du 5 kg au marathon. Je fais aussi des offres promotionnelles avec mes derniers cours en ligne, mes offres de coaching, etc. Ça me permet de financer la chaîne. Alors merci à toi si tu t'abonnes. Au total, durant cette prépa, j'ai fait 65 séances de qualité quand même. Ça comprend les séances d'intervalle, les tempos, les courses et les long runs. Donc en gros, tout sauf les easy jog. Vous me demandez souvent le genre de séance que je fais. Du coup, je vous ai préparé un petit récapitulatif. Donc parmi ces 65 séances, il y avait 23 séances de VMA. Donc dans cette catégorie, je mets les séances d'intervalle avec des répétitions de moins de 3 minutes. Il y avait 13 séances d'intervalle longs, donc entre 3 minutes et 15 minutes. Il y avait 8 long runs spécifiques, c'est-à-dire des sorties longues autour de 30 kg avec du pace semi ou marathon. Il y avait 7 séances mixtes qui combinaient à la fois des intervalles longs et courts, 6 long runs faciles à un pace constant et 3 séances tempo avec des intervalles de 15 minutes ou plus. Et finalement, j'ai fait 5 courses, incluant mon marathon, mais jamais couru à 100%, sauf pour le marathon bien sûr. Donc au niveau de la structure de mes semaines, c'est vraiment toujours le même schéma, j'aime bien l'habitude. Donc le mardi midi, entraînement sur route et le jeudi sur piste, avec souvent un easy jog le soir après les séances. Les mercredis et vendredis et le samedi, c'est sortie facile, donc souvent en double, par exemple 15 le matin, 15 le soir. Et le dimanche, c'est la long run, soit une allure constante, soit avec du pace, ça dépend. Comme je vous disais tout à l'heure, 3 semaines avant mon marathon, c'était le gros de ma prépa, la période la plus importante avec les entraînements spécifiques marathon. Le programme était assez chargé avec 3 semaines d'affilée à 180, 190 puis 200 kg, incluant 3 séances de qualité par semaine sur 6 jours de course et 1 jour de repos total, avec des doubles en fait presque tous les jours. Donc la semaine à 200 kg, c'était pas prévu à la base, mais ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. J'avais vraiment envie de casser cette barrière mentale et je savais que ça me donnerait un genre de boost de confiance sur la ligne de départ, donc on en a discuté ensemble. Ironiquement, c'est ma semaine à 190 kg qui a été la plus dure. J'ai commencé à sentir des raideurs dans les ischios, à plusieurs endroits de mon corps, ça tirait un peu partout et tout. Du coup, j'ai commencé à ralentir sur mes jogs, j'ai commencé à manger plus aussi, augmenter les calories et par chance, mon corps a réussi à s'adapter, donc j'étais content. Le dernier gros training, c'était un spécial bloc réalisé 2 semaines avant mon marathon. Pour rien vous cacher, j'appréhendais vraiment cette dernière séance. La veille du spécial bloc, j'avais couru 34 kg en double, donc j'avais vraiment peur que mes jambes soient trop fatiguées. Au final, le spécial bloc a super bien été. J'étais accompagné de mon ami Arnaud à vélo. J'ai fait 10 kg en 32-30, suivi d'un 8 kg en 25-35 avec 1 kg de jog entre les deux. C'est vraiment après cet entraînement que je me suis senti confiant pour un sub de 20 et peut-être même mieux. Comme c'était un spécial bloc, l'après-midi, je suis retourné faire un 5 x 1 kg. Ça me donnait 43 kg sur la journée. Ça terminait enfin ma semaine à 201 kg. Et pour rien gâcher à la fête, le soir même, j'avais mon avion pour rentrer en France. Donc c'était un vol de nuit. Dans ce sens-là, le décalage horaire, il fait vraiment mal. Ça rend un peu fou. Autant vous dire que les premiers jours en France ont été laborieux. J'étais vraiment un mollusque, mais le mollusque pas content, tu vois. Genre le mollusque facilement irritable. Si je suis rentré en France 2 semaines avant le marathon, c'était surtout pour m'adapter au décalage horaire et assimiler les longs mois d'entraînement tranquillement en famille. Le taper, aussi appelé affûtage, ça a été difficile. J'avais pas vraiment de jambes la première semaine. J'ai commencé à avoir des jambes un peu dimanche, mais à aucun moment je me suis senti léger ou vraiment fort. D'ailleurs, même la veille de la course, je me souviens que ça me stressait parce que sur mon 8 km, je me sentais juste ok, mais vraiment pas incroyable. Du coup, je me rassurais en me disant que c'était sûrement bon signe, que je m'étais entraîné fort, etc., etc., et que de toute façon, j'avais absolument pas le contrôle là-dessus, donc autant en faire abstraction. Donc je suis parti à Valencia en avion le 1er décembre, soit 4 nuits avant la course. Ma copine, elle me rejoignait directement de Montréal. La semaine de mon marathon, je me suis pris des gros coups de fringale, violents. J'avais vraiment faim et pourtant je courais beaucoup moins que d'habitude, mais je me suis écouté et j'ai mangé un peu tout ce qui me tombait sous la main, du genre des tortillas, des bonbons, des pâtes, encore des pâtes, pas beaucoup de légumes pour être honnête. J'ai essayé de travailler le moins possible aussi et j'ai énormément dormi les
quelques jours avant la course. Je faisais beaucoup de siestes en fait, car je savais que la dernière nuit elle serait courte et que je serais probablement trop excité pour vraiment bien dormir. Effectivement, la dernière nuit j'ai dormi 6 heures, ce qui est ok pour certains mais vraiment pas assez pour moi. La course elle débutait à 8h15 du matin, je me suis donc réveillé vers 5h30, j'ai mangé un petit gruau, une banane, un jus d'orange et un café et c'est tout. Comme j'avais été invité, j'avais un dossard sub-élite, du coup on était censé avoir une entrée spéciale pour se positionner en fait directement devant le premier corral. Du coup le matin de la course il y avait tellement de gens partout qu'on a vraiment galéré à trouver cette entrée et le gros problème c'est que, désolé les Espagnols mais c'est vrai, vous êtes vraiment pas bon en anglais, du coup on n'arrivait genre jamais à communiquer avec le staff en fait. Bref, on a fini par trouver l'entrée. Au final, j'étais sur la ligne de départ, je pense 15 minutes avant le coup d'envoi. Quelques minutes avant le coup d'envoi, il y a un coureur qui sort sa comme ça de nulle part pour pisser littéralement devant moi. En vrai, je trouve ça un peu drôle que le mec est si stressé qu'il perd littéralement toutes ses conceptions de pudeur. Enfin bref, voilà, c'est une petite anecdote. Le coup d'envoi est lancé. Je m'étais répété mon plan des dizaines de fois, je pense, sous la douche, quand je courais, enfin bref, dans toutes les situations. Du coup, je savais exactement comment exécuter mon plan. Mon plan, c'était de partir relax le premier 10 kg, genre code 6 sur 10. Je visais un temps de 1:10:30 au semi. J'ai donc préféré faire une course seule pour bien me pacer. Le premier 10 kg, j'avais de la compagnie, mais j'étais tout le temps en tête de mon groupe, donc je profitais pas vraiment de l'aspiration des autres coureurs. Mais moi, en fait, ça m'allait bien parce que moi, je pouvais mettre mon allure et voilà, mettre le cerveau sur pause. C'est à peu près à la mi-course que j'ai fait une découverte incroyable. Une découverte qui allait littéralement changer toute ma course. J'ai réalisé que la ligne bleue qui était au sol comme ça là, c'était pas simplement l'œuvre remarquable d'un artiste espagnol, mais surtout que c'était la putain de ligne à suivre pour courir la distance exacte de 42 km et 195 mètres. Sérieux, je m'en suis un peu voulu parce que voilà, j'ai pas été concentré, j'ai pas connecté mes neurones et voilà, j'ai pas compris qu'en fait il fallait suivre cette ligne. Du coup, je prenais des longs virages et tout au début, fait que j'ai dû quand même pas mal perdre de temps. Selon Strava, j'ai couru 385 mètres de trop. Mon Strava, c'est pas ultra précis, mais même si c'est 200, bah, ça fait quand même 40 secondes. Donc voilà, je retiens les leçons pour la prochaine fois. Niveau sensation, je me suis vraiment senti solide. À 3,20 du kilo, je me sentais genre méga confo comme jamais. En fait, j'avais vraiment l'impression que le pace était presque trop facile. Mais je sais aussi qu'un marathon c'est vraiment long, donc en fait on veut que ce soit limite trop facile le premier semi. Le seul hic, et vous me direz si vous êtes d'accord, si vous avez fait la course de Valencia, c'est que j'avais vraiment de la misère à être dans le flow, à être dans ma bulle. Les Espagnols c'est vraiment un public incroyable, par contre ils font énormément de bruit, les tam-tams, les benga benga, et comme j'ai la chance de m'appeler Lopez en plus, je pense qu'ils croyaient que j'étais vraiment l'un des leurs, alors que mon nom en fait c'est d'origine portugaise. Du coup j'entendais des benga benga, Seigneur Lopez, etc., etc. C'était drôle en vrai, mais c'était dur de se concentrer. Mais ça m'a quand même donné beaucoup de force, fait que je remercie le public espagnol qui est juste incroyable en fait. Bon, maintenant on rentre dans la période un peu plus négative, autour du 24e kilo je pense. Les choses commencent à se corser. Pour la première fois j'ai des doutes, j'ai peur en fait de pas être capable de tenir le pace jusqu'à la fin. En fait, le problème, c'est qu'il y a pas mal de vent comme ça qui souffle en face. Et cette journée-là, je pouvais pas vraiment m'abriter dans un peloton parce que j'avais fait le choix de courir tout seul. Du coup, entre le 24e et le 26e kilo, je sens que mon pace ralentit. J'essaie de relaxer, de me dire que c'est que temporaire et tout. J'arrive à passer cette section sans trop puiser dans mes réserves. Mais entre le 30e et le 32e, rebelote, le vent souffle fort de face. Heureusement, avec ma copine, on avait un peu étudié le parcours la veille et je savais que c'était seulement en fait sur ces kilomètres là, du coup je savais que le vent allait tourner. Je savais aussi que les derniers kilos du marathon se feraient avec un vent plutôt dans le dos et que ça valait vraiment le coup en fait de mettre un coup à ce moment là. L'autre chose qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir dépassé des coureurs, même des coureuses en fait, durant toute la course. Le fait d'être parti vraiment tranquille, ça m'a vraiment motivé, ça me donnait des micro-objectifs. À chaque fois en fait que je voyais un coureur au loin, je me disais let's go, rattrape-lui, etc., etc. Donc ça c'était cool. Niveau nutrition pendant l'effort, j'avais une stratégie vraiment claire, un gel Mortine, caféine 10 minutes avant le départ, puis la moitié d'un gel au 5e kilo et je prenais l'autre moitié au 10e et à partir de ce moment-là, je prenais un gel tous les kilos jusqu'au 35e. Donc ça fait un total de 7 gels, soit 175 grammes de glucides, dont 3 gels de caféine. Avec du recul, je pense que j'aurais pu prendre peut-être un gel de plus, ça m'aurait sûrement permis de gagner quelques secondes et d'être un peu moins dans le mal vers le 30e. Mais voilà, c'est quand même vraiment pour chipoter, globalement je pense que c'était vraiment bien respecté et tout. Durant les 5 derniers kilos, je me suis vraiment régalé en fait. Bien sûr la douleur elle était présente, mais c'était loin
loin d'être aussi terrible que lors de mon dernier marathon ou même que mon 10 kg que j'avais fait la saison d'avant. En plus, je voyais mon pace qui baissait à chaque kilo, donc j'accélérais en fait. Je me sentais fort et tout, et ça c'était confirmé par ma montre qui m'indiquait à la fin de la course un dernier 5 kg couru en 15:40, soit bien plus rapide que ma moyenne de course au final. Par contre, j'ai eu un dernier coup de panique avant de franchir la ligne d'arrivée. C'était pas loin de la marque des 800, je pense. Je pouvais déjà entendre le bruit de la foule et tout. Et là, je commence à réaliser que je vais faire un chrono solide, fait que je suis hyper content. Le problème, c'est que je commence à ressentir une crampe au niveau du ventre, donc à peu près à ce niveau-là. Exactement la même sensation en fait qui m'avait obligé de marcher durant un 30 kg que j'avais fait et un autre semi que j'avais fait en mode entraînement. C'était vraiment ma plus grande peur et à ce moment-là, je réalise que tout pourrait s'écrouler. Si proche du but, comme ça, 800 mètres avant l'arrivée, tout pourrait s'écrouler à cause d'une simple crampe. Du coup, je respire profondément, je serre bien les abdos, je me dis que rien ne va m'arrêter et tout. Toutefois, la crampe, elle est de plus en plus présente et j'aperçois au loin déjà le tapis bleu mythique. Bon, finalement, j'arrive à gérer ma crampe, fait que pour le coup, là, je suis vraiment soulagé. Donc là, au loin, j'arrive à lire le chrono qui indique 2h19 et quelques secondes. Je pense avoir vraiment plus de marge que ça pour passer sous les 2h20. Du coup, ça m'oblige à remettre un coup, à faire un genre de sprint final. Je fais un peu abstraction de mon point de côté à ce moment-là, même si ça fait de plus en plus mal. Donc voilà, là, je passe sous l'arche. Je passe la ligne d'arrivée, je vois mon temps 2:19:46, ça c'est mon temps réel. Mon temps officiel c'est 2:19:51. En fait, j'ai compris par la suite que j'ai perdu quelques secondes à mon chrono parce que je suis parti en fait trop en arrière de la ligne de départ quand le coup d'envoi est lancé en fait. Donc voilà, ça c'est une erreur de débutant, mais je pense que tu l'as fait une fois et les autres courses, bah, tu pars vraiment sur la ligne de départ. Quelques secondes après avoir franchi l'arche, je suis pas capable de retenir mes larmes, pourtant je suis pas un gars très émotionnel. Du coup, je repense à toutes ces semaines d'entraînement, les moments difficiles, le soutien de ma copine aussi durant toute la prépa, car en vrai on n'y pense pas assez, mais c'est parfois ultra dur pour l'entourage de partager la vie d'un coureur. Je pense aussi à l'énorme palier que je viens de franchir, c'est clair, ça me fait énormément de joie. Mais surtout le plus important, bah voilà, à tous les kudos sur Strava que je vais récolter et qui sont la raison principale de pourquoi je cours en fait. Bref, je galère vraiment à retrouver ma copine et c'est à ce moment-là que je réalise qu'en fait, si tu fais une bonne perf mais que tu peux pas la partager avec quelqu'un d'autre, ça a vraiment pas la même saveur. Du coup, je commence à être frustré. Finalement, je retrouve Pauline, on se serre fort, l'émotion prend le dessus. Puis là, je réalise qu'elle est pas seule. Le gars qui l'accompagne, il me demande comment était ma course. Jusqu'à là, tout va bien. Puis là, je lève la tête et je me rends compte que le gars en question, c'est Tarikou Bekele, le frère de Kenenisa Bekele. Une légende du monde de la course, quoi, qui détenait les records du 5000 mètres, du 10 000 mètres, il y a encore peu de temps, je pense, genre en 2020. Bref, Tarikou, c'est une machine aussi, je vous affiche ses records quelque part à l'écran. Si tu regardes cette vidéo, Tarikou, t'es un frère, change pas, trop bien, quoi, ton attitude. Bref, on voit le bout de cette vidéo, mais avant de terminer, je vais vous partager quelques conseils. Donc des conseils en vrac pour votre prochain marathon. Comme d'hab, c'est vraiment mon avis, alors prenez ça en considération. Premier conseil, il est tout con, mais courez beaucoup. Le marathon, ça demande vraiment beaucoup de volume, donc faites de votre volume une priorité. J'en parle souvent sur ma chaîne. J'en parlais notamment dans cette vidéo où je vous disais que le volume d'entraînement, c'était peut-être le meilleur facteur pour progresser selon une étude. Ensuite, ne soyez pas trop rigide avec le plan. Comme je vous disais tout à l'heure, une prépa réussie, ça prend beaucoup de travail, mais ça prend très peu de travail pour foirer sa prépa en fait. Une prépa peut vraiment se bousiller sur un détail, du genre la séance de trop au mauvais moment, une séance un peu trop dure, etc. Ensuite, entraînez-vous fort, mais écoutez votre corps encore plus fort. Je pense que c'est la qualité la plus difficile à développer pour un coureur compétitif, mais vous devez trouver un moyen d'y arriver, c'est vraiment important. Ensuite, privilégiez le volume à l'intensité, car la difficulté du marathon, c'est vraiment dans les 12 derniers kilos, quoi. Et finalement, dernier conseil, remettez souvent vos habitudes en question, car parfois, on est persuadé que nos choix sont les meilleurs, alors qu'en fait, on est complètement dans le champ. C'était mon cas avec la bouffe, par exemple, je mangeais pas assez, j'étais sûr qu'il fallait s'affûter, etc., etc. Bref, belle erreur. Donc voilà, soyez critique avec tout ce que vous pouvez lire sur Internet notamment, ou face à tout ce que vos amis coureurs peuvent vous dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris des choses. J'ai du très bon contenu qui s'en vient, avec des nouveaux formats que j'ai hâte de vous montrer. Et progressivement, j'essaye de monter une petite équipe. Très prochainement, les vidéos vont être montées par une professionnelle, ce qui devrait me libérer du temps pour l'écriture, faire de meilleures vidéos, etc., etc. Donc comme d'hab, sentez-vous à l'aise de partager votre expérience en commentaire, ça me donne beaucoup d'inspiration et je vous répondrai. Bonne course les machines, on se reparle la semaine prochaine. Ciao! Ah, je vous ai pas montré ma médaille aussi. Bon, c'est pas la médaille des JO, mais en vrai, elle est un peu lourde, elle est quand même stylée. Regardez, je vais la mettre comme ça.